Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous tous qui êtes branchés en ce moment ici sur Télé 7, la chaîne républicaine. C'est votre magazine questions-réponses, le rendez-vous de l'analyse, l'actualité politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo. Je suis Fabien Anvar Kouswanika. Je reçois pour vous aujourd'hui Madame Catherine Nzuzi Wambombo. Elle n'est pas présentée en République démocratique du Congo. Elle fut gouverneure de province dans le Bas-Congo et à Kinshasa. Elle fut plusieurs fois ministre. Elle fut vice-présidente du comité central. Vous avez donc compris, c'était donc pendant la Deuxième République. Nous allons en tout cas revenir en ce qui concerne sa présentation parce qu'elle a eu, il faut l'avouer, plusieurs casquettes en République démocratique du Congo. Mais nous l'avons rencontrée en Belgique pour la simple raison qu'elle a été amenée ici pour une triste nouvelle. Elle vient tout à l'heure, disons, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, en tout cas, d'accompagner à sa dernière demeure son frère, qui fut également vice-ministre à l'enseignement primaire et secondaire, qui fut également vice-ministre, disons, à la communication, à la culture. Il s'agit donc de monsieur Vincent Nzuzi Mulamba qui nous a quittés il y a peu. Alors, madame, certainement, d'abord, mes condoléances en tout cas. C'est un triste événement. Il faudra peut-être les rappeler à tous nos téléspectateurs. Je vous rencontre ici, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une pensée particulière par rapport à la personne, surtout en tant qu'opératrice politique, parce que M. Nzuzi Mulamba fut également aussi politicien, en dehors du fait qu'il a été aussi votre frère. Oui, avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de saisir cette opportunité que vous m'offrez pour remercier tous les compatriotes qui étaient venus nombreux nous accompagner lors de ces funérailles. Vraiment, nous avons été très touchés. Et au nom de toute notre famille Nzuzi, vraiment, je les remercie de tout cœur. Ils nous ont témoigné leur sympathie et leur solidarité. Ça nous a permis de supporter cette épreuve parce que, comme épreuve, c'est vraiment une grande perte pour notre famille. Pas seulement pour notre famille, mais pour la nation congolaise, parce que, comme vous venez de le relever, mon frère fut également un opérateur politique. C'était une intelligence vive. C'était un homme très effacé, mais très efficace. C'était un homme de relations. C'était un homme vraiment qui était très attaché à son pays. Et là, vraiment, c'est une grande perte pour nous, notre famille et pour la nation. C'est une grande perte pour tout le monde. Je rappelle également que M. Vincent Nzuzi Mulamba fut le père de mon confrère, disons, vous l'avez connu en tout cas dans l'émission Questions-Réponses. Il est toujours là, il reviendra. Il fut mon consultant, ou il est encore mon consultant en relations internationales, Henri Kamandé Nzuzi. Et puis il fut en tout cas quelqu'un qui personnellement m'encourageait et qui me suivait régulièrement. Et j'ai eu donc à le connaître. Paix à son âme. Alors, nous disions tout à l'heure que vous êtes là, certes pour une triste nouvelle, mais en même temps, vous êtes opératrice politique. Merci en tout cas de nous avoir reçus pour parler un peu de politique congolaise. Je vous ai présenté avec une multitude de casquettes. Cela suppose, ça ne suppose pas, cela veut simplement dire que vous avez été au sommet du pouvoir congolais. Est-ce que maintenant que vous ne faites plus la politique active, ça ne vous manque pas? Vous savez que vous m'avez un peu pris de court parce que la circonstance pour laquelle je me trouve ici ne devrait pas, je ne devrais pas normalement m'occuper d'autre chose. Mais comme vous savez, lorsqu'on s'engage dans une carrière politique, on ne s'appartient pas. Bon, pour revenir à votre question, je dirais que un homme politique, un vrai, doit avoir un détachement quand il fait la politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique, c'est être au service de son pays, mais lorsqu'il vous arrive de ne pas être au pouvoir d'une manière effective, vous devez être en mesure de servir votre pays autrement. Et ça vous permet de rester vous-même. Ça vous permet de ne pas devenir aigri parce que vous êtes occupé. Pour moi, la politique, c'est une fonction qui m'a permis et qui me permet de servir mon pays sans plus, mais je ne vis pas de la politique.
Et il y a une famille. Vous êtes aussi femme d'affaires, si on comprend très bien. Je suis femme d'affaires, c'est ce qui me permet d'avoir, comment dirais-je, parfois des réactions normales sans être, comment dirais-je, sans avoir un parti pris. Ça me permet au pouvoir ou en dehors du pouvoir, ça me permet de traiter les problèmes de mon pays avec un désintéressement, pas d'une manière passionnée, pas d'une manière irresponsable. Mais ça fait plaisir de vous entendre dire ça dans une certaine mesure parce que pour le commun des mortels, les gens qui ont travaillé avec Mobutu n'ont pas investi. Alors que vous, si vous faites des affaires, ça dit que vous êtes une espèce rare alors. Je ne sais pas qui avait travaillé avec Mobutu qui n'a pas investi. Ah donc ils sont tous riches alors. Moi, c'est le non. Qu'est-ce que vous appelez la richesse, c'est quoi? Ah, d'après vous? C'est-à-dire être au moins à l'abri du besoin. Non, mais écoutez, ça fait 40 ans que j'ai travaillé. Je pense que si je ne peux pas me permettre d'être à l'abri du besoin, ça veut dire me permettre de prendre une tasse de café quand j'en ai envie, me permettre de prendre les sodas quand j'en ai envie, c'est que je n'ai rien compris de la vie. Et je ne pense pas qu'à mon âge, je peux être cité parmi les personnes qui n'ont rien compris de la vie. Donc je pense que lorsqu'on est responsable et qu'on a des responsabilités de famille, il faut toujours penser au lendemain. Si on ne le fait pas, c'est un tort. Ah, très bien. Alors, revenons un peu à la politique. Nous sommes au mois de juin. Il n'y a pas plus tard que quelques semaines, nous étions, même quelques jours, on va dire, nous étions au mois de mai. Et le mois de mai, pour une personne, comme j'ai dit, qui a travaillé avec M. Mobutu, c'est un mois quand même qui est chargé. C'était le mois de la grande fête du mouvement populaire de la Révolution. Et malheureusement aussi, c'était le mois où M. Mobutu a quitté le pouvoir, ou a été chassé du pouvoir, disons-le comme ça. Quand vous arrivez à de telles échéances, comment vous sentez-vous? Mais chassé du pouvoir par qui? Je voudrais qu'on puisse aborder ces problèmes avec une certaine responsabilité. Le président Mobutu fut pour moi un très grand président, il le restera pour notre pays. La preuve, il a fait 32 ans au pouvoir, on a eu un pays qui était respecté et envié. Et en tant que journaliste, vous êtes mieux placé pour le savoir. Et si c'était à recommencer, je vous dis que je n'hésiterai pas pour le faire. Mais d'autres vous diront peut-être que c'est lui la cause de tout ce qui nous arrive. Non, dans toute vie, dans toute œuvre humaine, il y a de positifs et il y a de négatifs. Et moi, si je vous dirais que tout était rose, je mentirais. Parce que j'ai l'habitude d'aborder les problèmes de mon pays avec une grande responsabilité. Mais il y a eu des choses qui ont été bien faites. Et il y a eu des failles parce que Mobutu, c'était un homme faillible aussi. Mais lorsque Mobutu était à la tête du pays, le grand Zaïre était respecté et envié. Les gens recherchaient la compagnie des Zaïrois et la compagnie des Congolais. Ça, vous n'allez pas le démentir. Bon, 15 ans après son départ, c'est à vous à juger. Alors, c'est vrai, ce que vous dites, on vous reconnaîtra aussi le fait d'avoir assumé l'héritage de Mobutu au plus fort de la contestation, je dirais même quel terme utiliser, ou même du mépris, il faut le dire, à un certain moment. Mais vous l'avez assumé, vous avez même été présidente du Impair fait privé pendant que les autres étaient en train de fuir. Et finalement, que devient le parti du maréchal Mobutu aujourd'hui? J'assume mon passé et le présent. Je n'ai pas du tout eu un passé ennuyeux, je n'ai pas du tout eu un passé gênant. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu aller en exil. Si j'étais parti en exil, je n'allais pas être... je ne pense pas à l'assistance sociale. J'ai travaillé longuement et je sais que je peux facilement vivre comme je vais là où je suis. Pourquoi je n'ai pas été en exil? C'est justement pour vous démontrer que tous ceux qui ont travaillé avec Mobutu ne sont pas des diables comme vous le pensez. J'ai été arrêté plusieurs fois. J'ai été traîné dans tous les cachots de Kinshasa, mais je n'ai pas l'habitude de trahir mon idéal. Je n'ai pas l'habitude de me, de me renier. Parce que c'est renier, c'est très grave. Je fais partie d'une famille qui a versé son sang pour ce pays. Je ne peux pas trahir ce pays.
Voilà pourquoi, face à cette responsabilité familiale, je me suis dit que je ne peux pas me permettre d'aller en exil. C'est comme si j'avais des choses à cacher. Ceux qui viennent sont des Congolais, on va s'expliquer. Et nous nous sommes expliqués. En quoi a tenu votre abnégation quand on sait qu'il y a même ses propres enfants n'ont pas, par exemple, voulu avoir l'étiquette du MPR, mais vous je ne fais pas... Tous ces enfants, il n'est pas dit que tous ces enfants étaient du MPR. L'MPR, à l'époque du parti État, était un patrimoine commun. Même vous qui parlez, vous étiez membre du MPR. Bien sûr. Voilà pourquoi, voilà pourquoi il faut le parler. Vous étiez membre du MPR comme moi. Parce que même les enfants, même le fœtus, de toute façon, était membre du MPR. Effectivement. Et après, j'ai préféré continuer avec le MPR parce que c'est un parti que je connais mieux. Un parti de masse, un parti qui avait assuré l'unité de notre pays, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, qu'est-ce qui devient aujourd'hui le MPR? Mais c'est un parti qui continue dans l'opposition comme tous les partis politiques. Et ce n'est pas un parti qui est mort, c'est un parti qui vit. Mais moi, j'ai préféré pour des raisons de santé. À l'époque, j'avais préféré remettre ma démission à la direction politique nationale. Parce vous avez vraiment démissionné? Mais oui, je l'ai fait. Au Congo? C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont le sens de dignité et de l'honneur, et j'en fais partie. Ben voilà, voilà, Madame Zouzou Mbobo a démissionné du parti, ça n'arrive pas tous les jours. Mais autre chose qui interpelle les gens qui observent un peu la scène politique congolaise, c'était la vitesse avec laquelle certains Mobutis se sont clonés en kabylistes, si on peut vous permettez un peu l'expression. Est-ce que cela ne montrait pas quelque part que le Mobutisme n'était pas réellement une vraie idéologie, mais c'était peut-être des gens qui venaient s'agglutiner pour quelques petits intérêts? Vous voyez, et c'est là peut-être aussi que vous faites exception. Vous voyez, c'est cette manière d'aborder ces problèmes qui fait que souvent la classe politique congolaise est incomprise. Moi, je ne juge pas. Les amis qui, pour des raisons qu'ils connaissent, ont décidé d'aller dans la famille politique du président Kabila, c'est de leur responsabilité. Vous n'avez pas vécu ça comme une trahison? Je ne peux pas les juger. Moi, je suis resté au MPR et j'assume. Je m'assume, je n'ai pas l'habitude, comment dirais-je, de raconter des histoires sur mes amis. Ce sont mes amis. C'est à eux à juger. Ils ont une conscience et je pense que je suis mieux placé pour juger, pour donner un jugement à leur place. Voilà, ce qui est dit, ne jugez point, c'est la parole de Madame Zouzou Mbobo qui est donc l'invité de notre émission Questions-Réponses sur Télé 7, la chaîne républicaine. Alors maintenant, venons-en à l'actualité. Okay. Vous êtes ici pendant ce temps au pays, je ne sais même pas, peut-être au moment où on va diffuser cette émission ici, on aura déjà connu les nouveaux animateurs de la CENI. Et une chose semble déjà acquise, c'est le retour de l'abbé Malou Malou. Pour vous, c'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo? Bon, d'abord par rapport au contexte. Le dialogue étant annoncé, je pense que franchement, on aurait dû attendre... Ah, vous y croyez à ce dialogue? Mais j'y crois, parce que la politique est faite de dialogue. La politique est faite de concessions et de compromis. Et lorsqu'on refuse de le faire, c'est qu'on n'a rien compris. Et pour moi, on aurait dû attendre la fin du dialogue, voir qu'est-ce qui va être dit dans ce dialogue. Il y aura certainement des choses qui vont être dites autour de cette CNI. Et c'était à ce moment-là qu'on pouvait alors, en connaissance de cause, mettre en place une CNI consensuelle. Mais on a préféré mettre la charrue devant les bœufs. On va voir lorsque... Vous soupçonnez alors des agendas cachés? Je ne soupçonne rien, mais j'ai dit que en politique on spécule. Vous venez de spéculer en annonçant que ça sera Malou Malou. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je dis, il y a des indications mais qui l'ont annoncé. En même temps, on sent que c'est le seul qui, jusque-là, fait le poids, selon certaines indiscrétions. En voyant tout ce qui s'est passé autour des élections, et en 2006 et en 2011, je ne sais pas si ce sera une bonne chose de reconduire l'une des deux personnes qui avait, comment dirais-je, qui avait patronné ces élections.
Et à votre avis, admettons que c'est cela qui arrive. Quels sont les garde-fous que vous, en tant qu'opérateur politique en général, je parle, pourriez mettre en place pour justement que le travail qui sera réalisé par n'importe qui sera à la tête de la CENI soit quand même un travail dans une certaine mesure incontestable? Bon, mais comme cette fois-ci, on a demandé aux différentes composantes de désigner leurs délégués d'une manière libre, bon, j'estime que je ne vais pas, comment dirais-je, leur faire un procès d'intention. J'espère que ce sont des Congolais, ils vont quand même apprécier leurs responsabilités. Ils savent que lorsque les élections sont mal faites, lorsque les élections sont contestées, ça mène le pays dans de graves problèmes. Et j'espère qu'en tant que Congolais, ils vont assumer cette responsabilité avec beaucoup de nationalisme et beaucoup d'engagement. Mais maintenant, vous, en tant qu'homme, femme politique, les faits, admettons, parce que nous parlons ici dans la supposition que c'est M. Malou Malou, ou l'abbé Malou Malou. Il a été quand même un membre très influent au niveau du gouvernement, en termes, par exemple, de la recherche de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il faisait partie d'Amani Léo, une structure comme ça. Et tout récemment, il était à Kampala, ou il est encore à Kampala, je ne sais pas, avec les négociateurs du gouvernement. Est-ce que cela ne fait pas de lui quelqu'un qui pourrait avoir un petit deux poids, deux mesures? Mais je ne sais pas, mais je sais, en tant que catholique, je sais que Rome aurait refusé qu'on ait quelqu'un, un clergé à la tête de la CNI, bon, à moins que les choses aient changé. Donc, tant que nous n'avons pas encore vidé cette question, je me trouve mal placé pour donner un avis. Vous voulez encore douter du fait qu'il soit prêtre, alors, dans ce cas-là? Vous le dites comme vous le dites. Voilà, c'est donc l'émission questions-réponses. Et autre fait de la politique, tout récemment, il y a eu Addis Abeba, les chefs d'État se sont retrouvés, d'ailleurs, c'est les cinquantenaires de la création de cette organisation africaine. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que cette organisation a pu répondre aux souhaits des Africains? En tout cas, pour une fois... En tant que Mobutis aussi, vous avez aussi une part des responsabilités, hein, entre... Soit dit en passant. J'assume. Un peu comme Denis Sassou. Tout à fait. Moi, je pense que pour une fois, j'ai été fier de cette organisation. C'est-à-dire? Ça veut dire que les chefs de l'État ont eu le courage de parler des questions essentielles. J'ai fait allusion ici à la question de la CPI. Parce que moi, je ne comprenais pas... des dictatures respectives. Non, non. Écoutez, parfois la dictature est nécessaire. Ah. Ah oui. Parfois la dictature est nécessaire dans certains cas. Ça, je vous dirais. Bon, lorsque tu décideras à ce qu'on parle de cela, tu organiseras une émission et je serai bien disposé. Bon, revenons d'abord à... Je reviens à l'OIA pour dire que les chefs de l'État, une fois, m'ont vraiment fait plaisir de soulever les questions essentielles. Parce que la question de la CPI, je me posais toujours la question pourquoi on n'en parlait pas. C'est une justice pour les riches contre les pauvres. Il y a une grande injustice au sein de cette justice. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé avant-hier à la radio concernant le président Babo. Vous avez suivi que les juges ont décidé qu'il n'y aura pas de procès maintenant parce qu'ils n'ont pas les éléments suffisamment de preuves. Mais dans ce cas-là, lorsqu'on n'a pas suffisamment de preuves, on fait quoi? On doit libérer la personne. Pourquoi on continue à les garder? C'est tout à fait comme le cas de Jean-Pierre Bemba. On a fait venir les gens là-bas, on a cherché, il n'y a pas de preuves, pourquoi on continue à les garder? Donc, c'est une affaire des gens qui sont plus forts, qui veulent brimer les autres, et je ne sais pas au nom de quelle morale. Deuxième point qui m'a fait plaisir, c'est la déclaration du président tanzanien. Par rapport au Rwanda. Le président tanzanien a soulevé une question qui, lorsque cette question-là est résolue,
va résoudre les problèmes de l'Afrique centrale. Nous, les Congolais, nous avons eu notre dialogue intercongolais. Après 6 millions de morts. Avec une implication du Rwanda d'ailleurs. Avec une implication de tous ces pays de la région. Il faut vous dire que ce n'était pas facile, mais nous nous sommes fait violence au nom de l'unité de notre pays. Il y a eu Sun City, nous nous sommes réconciliés et nous avons décidé de reconstruire le pays ensemble. Pourquoi les Rwandais ne peuvent pas faire la même chose vis-à-vis des Hutus? Jusqu'à la preuve du contraire... Ils vont dire que les Hutus sont des génocidaires. Je suis désolé, nous avions eu aussi nos génocidaires. Il y a eu des femmes qui ont été enterrées vivantes, ne l'oubliez pas. À Makobola. Eh bien, mais au nom de la paix, nous avons décidé de sceller la réconciliation. Ils peuvent faire la même chose. Il y a eu les Hutus qui ont été tués, qui ont été pourchassés. Alors maintenant, il y a une question qui est importante. Pourquoi tout le temps, ces derniers temps, ça doit être les autres qui parlent pour les Congolais? Pourquoi vous n'avez jamais fait en tant qu'homme politique, je parle donc en général, de ce dialogue-là entre le Rwanda et disons, sa rébellion aussi, un élément, disons, de négociation? Je suis désolé, moi je l'ai dit plus de 10 fois dans mes interviews. Et je peux le prouver parce que j'ai mes cassettes. Pour enlever au Rwanda le prétexte de la poursuite des FDLR. Parce que nous sommes en train de payer une guerre qui ne nous concerne pas. Nous avons accueilli les Hutus chez nous pour des raisons humanitaires. Mais à partir du moment où il y a eu les élections au Rwanda, les présidents rwandais devraient, au nom de la paix, faire venir ses concitoyens, sceller aussi la réconciliation et décider de reconstruire les Rwandais ensemble. Jusqu'à la preuve du contraire, les Rwandais appartiennent aux Hutus et aux Tutsis. Idem pour l'Ouganda. Jusqu'à la preuve du contraire, ces gens sont des Ougandais. Je ne dis pas que j'apprécie ce qu'ils font, mais à un certain moment, les chefs de l'État doivent se faire violence. Parce que lui, partout, les chefs de l'État, il est le gardien de la nation, il est le gardien de la paix. Et au nom de la paix, on doit pouvoir, lorsque l'intérêt de la nation l'exige, accepter de se faire violence et favoriser la réconciliation. Il n'y a pas une manière de favoriser la réconciliation que de tenir un dialogue national. Et je pense que le président tanzanien a eu raison de le dire. Et les autres chefs de l'État, s'ils veulent vraiment nous aider à ce que nous puissions trouver la paix d'une manière définitive en Afrique centrale, il faudra qu'on arrive à exiger du Rwanda de tenir son dialogue inter-rwandais et de l'Ouganda de tenir son dialogue inter-rwandais. Oui, en même temps, vous appelez d'autres chefs d'État, mais tout récemment, on a l'Afrique du Sud enverra, selon ses propres décisions, des militaires pour la brigade d'intervention de l'ONU, mais en même temps, sa ministre de la Défense estime qu'elle vient faire du babysitting au Congo. Non, ça, je crois que ça, c'était un mot de trop. Je pense que lui-même, il a dû même faire une déclaration pour essayer de rectifier ce qu'il avait dit. Mais est-ce que ça ne traduit pas justement ce que les autres pensent des Congolais? Eh bien, ça traduit ce que les autres pensent des Congolais parce que les Congolais n'ont pas une armée. Vous devez vous en vouloir vous-même. Dans ce pays, nous avons eu une armée. Une armée qui a plus d'une fois a été sollicité pour aller dans le cadre de la paix ailleurs. Mais vos détracteurs vous diront que cette armée n'a jamais gagné une guerre. Écoutez, ça, vous dites bien que les détracteurs, et tant que nous allons continuer avec cette politique de ne jamais accepter ce qui se passe dans son propre pays, ça sera comme ça. On avait des officiers, des grands officiers formés à Saint-Cyr, dans toutes les grandes académies militaires. La plupart sont à Kinshasa qui tournent les pouces. C'est ça les Congolais. Donc, nous sommes en train nous-mêmes de vivre notre propre situation, notre propre turpitude. On aurait dû tout simplement renforcer cette armée, renforcer la discipline. Et on avait une armée déjà faite. Mais on a préféré, on a préféré laisser tout ça de côté. 15 ans, vous pensez que 15 ans, même si... Parce que ce n'est même plus nécessaire de faire allusion à ce qui s'est passé. Parlons du présent. Est-ce que pendant 15 ans, on ne peut pas être capable
de mettre en place une armée nationale et républicaine. Et maintenant, pour vous, pourquoi justement ça ne marche pas depuis 15 ans? Eh ben, c'est à vous de répondre parce que moi, je fais partie. Moi, je vous pose des questions. Je fais partie. Vous faites la politique. Demain, vous pouvez être à la tête de ce pays-là. Vous ne pouvez pas aimer une chose de son contraire. C'est-à-dire? Je fais partie d'un régime que vous n'avez pas voulu. Vous venez de le dire au début de l'émission. Non, c'est pas moi. Moi, je parle au nom de la population. Non, c'est le peuple. Non, mais maintenant, vous avez aujourd'hui, le peuple est d'un avis contraire. Oui, mais c'est ça justement. Mais admettons qu'on vous fasse confiance aujourd'hui. On dit, ben voilà, nous avons compris que nous avons commis une erreur en 1997. Prenons une hypothèse comme ça. Mais vous devez avoir aussi de nouvelles solutions. Mais c'est un problème de volonté politique. J'ai la volonté politique qu'il faut pour pouvoir mettre en place une armée républicaine. Parce que sans une armée qui soit capable de protéger les intérêts de la population, ce n'est pas normal. Et je pense que le fait d'avoir accepté l'intégration des milices dans l'armée, je pense que c'est ça qui est la source de nos problèmes. On ne peut pas... On ne devrait pas faire ça. Toutes ces milices-là qui n'ont pas, comment dirais-je, de formation, qui n'ont pas de formation. L'armée, il faut aimer d'être au service de son pays. Il faut armer de se sacrifier jusqu'au service suprême. Est-ce que toutes ces milices qui tuent même pour une simple, comment dirais-je, morceau de pain, est-ce que vous pensez qu'ils sont de cet avis? Donc je pense que on a eu tort de ne pas le faire, mais pour résoudre nos problèmes, pour être respecté, un pays a nécessairement besoin d'avoir une armée. Pas une armée comme ça, mais une armée républicaine. Oui, mais en même temps, j'ai envie de vous croire et puis de vous faire confiance, mais d'autres vont vous dire, mais si vous vantez tant la Deuxième République, mais parce que vous dites qu'il y avait une armée, si on avait réellement une armée, mais voilà, le Rwanda, l'Ouganda ne serait pas entré au Congo. Je suis désolé, ils étaient des militaires qui détalaient. Non, c'était une guerre de satellites. Ils étaient aidés par les satellites. Vous n'allez pas le renier. Ça, c'est une nouvelle. Ça. Ah, mais ce n'est pas une nouvelle. Ils étaient aidés par les satellites. Il y avait combien d'armées qui ont occupé le pays? Nous pouvons parler d'une occupation du pays. Est-ce que c'était nécessaire? Lui-même qui avait fait cela, il les a appelés comment? Un conglomérat d'aventuriers. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Oui, là vous avez raison. Alors à partir de là, je pense qu'il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat, mais le débat continue sur votre émission Questions-Réponses, le rendez-vous dans lequel nous analysons l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous recevons Madame Catherine Nzuzi Wambombo. Alors, vous aimez beaucoup m'appeler Madame, mais je pense que si vous m'appelez Maman Nzuzi, c'est très bien. C'est très bien, on comprend très bien, mais maintenant, l'émission est également suivie sur le plan international. Parfois, quand on dit maman... Il faut imposer vos habitudes. Okay. D'accord, nous allons l'imposer pour faire honneur à la femme congolaise. Voilà. Donc aujourd'hui, nous recevons Maman Catherine Nzuzi Wambombo. Alors, Catherine, c'est un peu de trop. Maman Nzuzi Wambombo, c'est bon. On sent vraiment le recours à l'authenticité. Hein? Eh bien, elle assume être moboutiste et jusqu'au boutiste en plus. Voilà. Voilà. C'est une moboutiste jusqu'au boutiste. C'est très complet. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous recevons Maman Nzuzi Wambombo. Voilà. Alors, en parlant justement de la question de l'Est, il y a la fameuse brigade d'intervention des Nations Unies pour régler ce problème. Normalement, elle doit se mettre en place, mais tout récemment, le secrétaire général de l'ONU était en République démocratique du Congo avec l'envoyé spécial des Nations Unies justement sur la crise dans les Grands Lacs, Madame Mary Robinson. Okay. Mais ce qui apparaît dans leur propre bouche, c'est comme s'ils ne croient pas en cette brigade pour régler la situation à l'est du pays. En même temps, au niveau du gouvernement congolais, c'est comme si c'est la panacée. Et puis, il y a, je ne sais pas s'il faut appeler ça une dichotomie où on définit le M23 comme une force négative et en même temps, on demande au gouvernement congolais d'aller négocier avec le M23. Mais vous, en tant qu'opératrice politique, qu'est-ce que ça vous renseigne finalement? C'est ce méli-mélo-là qui fait que l'équation congolaise est souvent compliquée à comprendre. Il faut que nous-mêmes les Congolais, nous soyons à mesure d'expliquer à ceux qui veulent nous aider ce que nous voulons. D'abord, comme toi, j'ai beaucoup regretté le fait que l'ONU qui est à la base du rapport
qui a présenté le M23 comme étant une force négative, a demandé également au gouvernement congolais de négocier avec elle. Mais avec recul, je me dis, parce que la négociation, parce que le dialogue, j'ai toujours préféré le dialogue au coup de canon, pourquoi pas. Mais dans cette négociation, si ce sont des Congolais, moi je pense qu'ils doivent respecter la Constitution. Mais on a vu les M23 présenter des revendications du genre qu'ils voulaient gérer l'Est du pays. Mais si vous êtes Congolais, mais que dit la Constitution? Pour être gouverneur d'une province, vous devez vous présenter aux élections provinciales. Si vous avez la chance d'être élu député, à ce moment-là, vous présentez votre candidature comme gouverneur. Vous pouvez être élu au second degré. Mais il n'est plus question de désignation. De désigner un gouverneur, ça n'existe pas. Donc moi, je pense que le gouvernement, dans sa manière de présenter les choses à ces négociations, a eu raison de le faire. Ils n'ont pas cédé à cela. Si ce sont des Congolais, eh bien qu'ils respectent la constitution de notre pays et qu'ils acceptent de dialoguer et qu'ils déposent les armes parce que les armes n'ont jamais résolu les problèmes. Mais ils sont tentés de tuer les innocents. Ne traduit pas un aveu de faiblesse quelque part? Non. Le Rwanda refuse de négocier déjà avec ses rebelles. Non, vous savez que le dialogue n'a jamais été un langage de faible, au contraire. Ça dépend de ce que vous allez présenter comme position à ces négociations. Moi, j'ai suivi les Congolais à la radio, ceux qui étaient partis à ces négociations de l'Ouganda. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de la Constitution. Si le président rwandais refuse de dialoguer avec ses rebelles, mais c'est un tort. Parce que jusqu'ici, il poursuit les FDLR chez nous. Mais pourquoi ne pas dialoguer avec eux pour régler les problèmes chez eux? Donc, c'est qu'il y a d'autres raisons qui sont à la base de ces refus. Parce qu'ils sont à chaque fois poursuivis dans les Nord Kivu. Donc, les Congolais sont en train de subir une guerre qui ne leur appartient pas. Alors, revenons un peu à la brigade. Est-ce que vous croyez réellement en cette brigade qu'elle peut faire quelque chose? Eh bien, je l'appelle de tous mes voeux. Parce que nous n'avons pas une armée. Par quels moyens nous allons... Est-ce que ça ne serait pas habiller, déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? Non. Nous ne pouvons pas... vous savez, nous sommes en quelque sorte dans une position de faiblesse. Les reconnaître n'est pas... ce n'est que la vérité que j'ai dit. Tout le monde sait que nous n'avons pas une armée qui peut à elle seule, régler cette situation. La preuve, ça fait des années que ça dure. Mais comme on a envoyé comme on va mettre cette brigade en place avec des militaires des pays qui ont déjà montré leur sérieux, qui ont déjà montré qu'ils ont des armées sérieuses. Moi, je pense que au nom de l'Union africaine, ils pourront quand même arriver à nous aider pour que l'Est du pays, que la population puisse quand même vaquer à ses occupations. Moi, j'y crois quand même, je pense que ça va se faire. Mais l'un des objectifs de cette brigade, c'est justement de combattre les forces négatives, dont le M23. Mais en même temps, le M23 dit si elle est attaquée ou s'il est attaqué, il va se défendre. Alors, est-ce que vous pensez, prenons par exemple le cas de l'Afrique du Sud, qu'une armée qui a échoué, par exemple en Centrafrique, pourra gagner en RD Congo? Bon, on a raconté beaucoup de choses sur cette armée en Centrafrique, mais l'Afrique du Sud elle-même n'a pas reconnu cet échec. Bon, ils ont dit qu'ils ont été attaqués, qu'ils avaient perdu 13 personnes. Donc, je ne veux pas entrer dans ce débat parce que je n'ai pas des éléments d'appréciation pour dire que s'ils avaient réellement échoué. Mais tout le monde sait que l'Afrique du Sud a une armée bien équipée et bien entraînée. Mais chez nous, on n'a pas le choix. Si le M23 veut attaquer cette brigade, c'est qu'elle va confirmer ceux qui disent que c'est une force négative. Ou alors qu'elle dépose les armes. Je me demande quel intérêt a-t-il de poursuivre ce qu'il fait
Il va gagner quoi par les armes? Mais vous avez évoqué tout à l'heure un peu la position un peu ambiguë de l'ONU par rapport à ses rapports et par rapport à l'action effective sur le terrain. Tout à Est-ce fait. que vous avez l'impression que l'ONU joue double jeu? L'ONU ne joue pas double jeu, mais l'ONU se contredit sans le vouloir. Et ça, ce n'est pas bien pour une grande organisation comme l'ONU. À partir du moment où le rapport de l'ONU a reconnu l'M23 comme étant une force négative, l'ONU ne devrait plus pousser le gouvernement à négocier avec les M23. Il aurait dû demander à ce que les M23 déposent les armes. Et je pense que c'est le souhait de tout le monde. Parce que les armes n'ont jamais résolu les problèmes. À partir du moment où, à Kampala, ils ont pu dire ce qu'ils avaient à dire, on a prévu un dialogue, si dialogue il y aura, mais ils peuvent, à partir de ces mécanismes aussi, présenter, parce que l'M23, il y a une partie qui est à Kinshasa, la CNDP, et qui est dans la famille politique du président Kabila. Donc, tout ça, c'est une nébuleuse que il n'y a qu'eux qui connaissent les raisons de leur existence qui peuvent les démêler. Bah maintenant, on va peut-être terminer cette émission par ces fameuses négociations. Vous avez été en Afrique du Sud, à Sun City. Oui. Finalement, pour vous, quel est le format idéal pour résoudre le problème, d'abord au niveau interne, par rapport à ces négociations? Bon, moi je pense que le tout dépendra des moyens que le gouvernement dispose pour pouvoir recevoir les délégués à ce dialogue. Mais pour moi, le dialogue est incontournable. Nous avons un problème de légitimité des institutions. Format City, format conférence nationale souveraine, format concertation, je sais pas moi, du palais du peuple. Mais j'ai dit que ça dépend des moyens du gouvernement. Si le gouvernement a les moyens de recevoir 1000 personnes, eh bien les 1000 personnes seront réparties par composante. Donc le tout dépend des moyens que le gouvernement peut dégager. Mais si on vous dit, bon écoutez, Maman Zouziouan Bombo, nous vous donnons les moyens, vous nous organisons ce dialogue. Mais moi je pense que si on peut prendre 100 personnes par composante, ça ne sera pas mauvais. L'opposition politique, c'est une composante. La société civile, c'est une composante. La majorité qui gouverne, c'est une composante. Donc 300 personnes pour... 300 personnes, c'est bon, ils peuvent bien régler les problèmes. Alors, est-ce que vous pensez que là où ils ont échoué à Sun City, à la conférence nationale, ils pourront réussir maintenant? Vous aimez beaucoup parler d'échecs. Vous voyez l'échec partout. C'est parce que ce pays-là nous a habitués à des échecs. Non. Donnez-moi une seule réussite qu'on pourrait dire, voilà, là, ils ont réussi. N'oubliez pas qu'à Sun City, les partis étaient divisés en 3 partis. Jean-Pierre Bemba était à l'Équateur, Robert Roy était à l'Est et Kabila Kinshasa. Et que grâce à Sun City, nous avons scellé la réconciliation nationale, le parti a été réunifié. C'est important, c'est un acquis important. Les Congolais n'est pas un peuple belliqueux. Les Congolais aiment son pays, aiment que son pays reste uni. Par conséquent, étant donné que nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème de légitimité des institutions, je pense qu'il est sage que les gouvernants en place puissent instaurer un dialogue réel pour que tout le monde puisse aborder les problèmes de fond. Les problèmes de fond liés à cette légitimité, les problèmes de fond liés à la sécurité, les problèmes de fond liés à la mise en place d'une vraie armée, les problèmes de fond liés aux élections, liés au recensement. Il faut quand même qu'on arrive avant les prochaines élections à savoir à combien nous sommes. Il y en a qui citent les chiffres de 60 millions, il y en a qui parlent de 70 millions, il y en a qui parlent de 75 millions. Ça ne va pas. Il faut que pour une fois qu'on sache des Congolais, les vrais Congolais, nous sommes à combien, il y a combien d'étrangers dans notre pays. Et c'est tout ça qui fait qu'un pays est respecté lorsqu'on maîtrise ces donnes-là. Ce sont des fondamentaux importants pour un pays qui doivent être respectés, qui ne peuvent pas être, comment dirais-je, abordés tout le temps en termes approximatifs. Donc le dialogue est nécessaire parce que la politique est faite des dialogues, la politique est faite des compromis et la politique est faite des concessions.
Ne vous trompez pas, c'est toujours l'émission Questions-Réponses. Notre invité aujourd'hui, c'est Maman Nzuzi Wambombo. Alors, nous allons terminer cette émission. Vous êtes quand même dans la diaspora. Très souvent, vous les hommes politiques congolais, on vous sent distant de la diaspora congolaise. Est-ce que vous aussi, quand vous arrivez ici, vous avez une certaine appréhension par rapport à tout ce que vous entendez? Non, je ne peux pas être distante de diaspora parce que la diaspora fait partie du Congo. Ce sont nos frères et nos sœurs qui, pour plusieurs raisons, ont choisi de vivre à l'étranger. Mais ils et sont moi, je suis au Congo. Non, je suis parmi ceux qui ont toujours exigé pourquoi la diaspora ne vote pas, comme ça s'est fait dans les autres pays. Le fait de résider à l'étranger dans un autre pays ne vous enlève pas l'appartenance à ce pays. Moi, je suis pour que la diaspora puisse voter. Je n'ai jamais été distante vis-à-vis. Et la double nationalité qui est également un des objectifs de la diaspora? Bon, je pense que là aussi, c'est une question de... Il faut comprendre de la même manière que les nôtres qui sont à l'étranger ont acquis une autre nationalité. Ce n'est pas ça qui pourra... Le fait de détenir une double nationalité, ça ne peut pas empêcher quelqu'un d'être loyal vis-à-vis, soit du pays d'accueil, soit vis-à-vis du pays d'origine. C'est un faux problème. Le tout dépend de... comment dirais-je, de l'engagement de chacun. On ne doit pas les oublier parce qu'ils sont à l'étranger. Je dis des choses comme je les sens, comme j'ai toujours soutenu. J'ai l'habitude. Pour une moboutiste, la nationalité devrait être une exclusive. Non, je pense qu'il était nécessaire quand même qu'on puisse détenir, qu'on puisse exiger, qu'on puisse détenir une seule nationalité. Vous comprenez pourquoi? Il y a eu beaucoup de gens qui se sont, comment dirais-je, qui ont acquis notre nationalité par des moyens détournés. Mais nous sommes en plein 21e siècle, les choses évoluent. Et la politique est également dynamique, elle n'est pas statique. Par conséquent, nous pouvons aussi, comme le font d'autres pays, voir ce qui est de bon dans ces changements, comme vous parlez, le cas de tenir une double nationalité. Moi, ça ne me dérangerait pas. Voilà, merci Maman Nzuzi Wambombo, merci Antoine d'avoir reçu. C'est moi qui vous remercie. Certainement une autre fois peut-être à Kinshasa. Merci à vous tous de nous avoir suivis et le rendez-vous est pris lors de la prochaine édition de votre magazine. Je réitère encore mes condoléances à Maman Nzuzi Wambombo et à mon confrère Henri Kamande Nzuzi. Eh bien, comme je disais, je vous retrouve lors de la prochaine édition et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères, ainsi soit-il, et ce qui est dit est dit. Et les paroles qui ont été dites ici n'engagent que les auteurs. Merci. Merci aussi. Je renouvelle mes remerciements à tous les compatriotes qui étaient venus nous consoler. Ça nous avait vraiment, vraiment touchés. Et au nom de toute la famille Nzuzi, je les remercie sincèrement. Merci, maman.